Philippe Bardet, peut-on tout d'abord revenir brièvement sur les origines d'Acri que vous avez fondée il y a plus de 30 ans? À l'époque, quels étaient vos objectifs en créant cette société de métier d'ingénieur autour des sciences de la Terre et de l'environnement? Ça partait quand même déjà des compétences individuelles des 4 fondateurs qui travaillent toujours dans Acri, qui avaient tous une formation liée à la mécanique des fluides. Finalement, le centre de gravité, c'était la mécanique des fluides sous toutes ses formes. C'est très varié. Il y a tout ce qui est fluide interne, fluide externe, il y a l'hydrodynamique, l'hydraulique urbaine, l'agricole. Enfin, il y a beaucoup de sciences qui tournent autour de la mécanique des fluides et c'est autour de cette spécialité qu'on a voulu développer notre activité en plusieurs branches, là, autour du génie civil, autour du spatial. Mais le centre de gravité, au départ, c'était cette mécanique des fluides. C'est ce qui nous a rapprochés. Alors, au départ, pour étudier la mécanique des fluides, vous vous serviez beaucoup de l'observation satellitaire, une observation qui vous permet notamment de mieux comprendre certains phénomènes maritimes, notamment de détecter la pollution dans les eaux. Oui, alors en effet, une approche système que l'on aime bien avoir, c'est de partir de l'échelle la plus grande pour pouvoir après se concentrer sur des problématiques et des solutions à une échelle plus locale. Donc là, la meilleure échelle pour regarder, c'est à l'échelle de la planète, puisque c'est l'océan et l'atmosphère qui pilotent une grande partie des échanges et des processus qui ont lieu sur Terre. Voilà, tout ce qui est météorologie, c'est bien connu, l'océanographie aussi, mais il y a d'autres phénomènes issus de tout ce qui est propagation de la houle qui influent sur des problèmes d'érosion côtière, de submersion marine. Donc cette imbrication des phénomènes, nous avons au départ orienté vers des missions d'observation de la Terre capables justement de mieux mesurer certains des paramètres de l'atmosphère et de l'océan. Le spatial est utile quand il se corrèle avec des mesures in situ et des modèles numériques. Alors, au fil des ans, Acri s'est bien développé et est devenu un groupe à plusieurs facettes. Comment s'est opérée cette évolution dictée par la diversité de vos marchés? Oui, même si le cœur de métier est le même, la mécanique des fluides, on s'est quand même rendu compte que les usages et les utilisations de cette technologie se faisaient dans des marchés qui étaient très différents et pas forcément compatibles entre eux. Deux exemples, tout le domaine de l'aménagement du littoral, par exemple, qui est beaucoup plus lié à la maîtrise d'œuvre et à l'industrie du génie civil, est assez éloigné de l'activité environnementale de suivi des pollutions dans l'atmosphère ou dans l'océan. C'est quand même deux activités très distinctes et on a orienté le développement de la société plus par marché à un certain moment, ce qui a permis de segmenter dans ces différents marchés des activités beaucoup plus liées à l'environnement, l'utilisation de l'observation de la Terre aux grandes échelles pour avoir des capacités d'anticipation et de prévision de tous ces paramètres environnementaux, et une activité plus liée à l'aménagement du territoire ou des infrastructures, c'est la partie plus ingénierie, d'où le terme Acri-In, qui œuvre plutôt autour du génie civil. Donc elle est spécialisée en ingénierie maritime, fluviale et côtier. Quel est précisément son champ d'activité? Champ d'activité, là, c'est vraiment la connaissance de l'ensemble de ces écoulements qui permettent d'avoir des informations sur les structures capables de cohabiter avec ces phénomènes environnementaux. Par exemple, quand on est en zone littorale, le risque des submersions marines, le risque des efforts liés aux vagues, le dimensionnement de ces structures nécessite une très bonne connaissance de ces phénomènes pour dimensionner en connaissant bien les efforts à prendre en compte, les hauteurs de vagues, les efforts en termes d'énergie. Donc, cette information-là provient de la connaissance du milieu, de la modélisation numérique, d'une information qui vient du spatial, mais à la fin, la finalité, c'est de dimensionner des ouvrages. Donc, donner des dimensions, donner des tailles, des masses, des poids, des épaisseurs de béton, de ferraillage ou de taille de blocs pour se protéger. Alors aujourd'hui, Acri-In dispose d'équipes pluridisciplinaires. Combien a-t-elle de salariés? En tout, l'ensemble du groupe, il y a plus de 130 personnes maintenant qui sont réparties 3/4 en France, mais il y a quand même une partie importante dans d'autres pays de l'Union européenne et début de développement plus à l'international, hors Europe, comme en Inde ou au Canada, qui sont des opérations qui augmentent la capacité d'intervention de l'Acri. Et pour Acri-In Alors pour Acri-In, la structure et le siège est à Sophia Antipolis, mais l'intervention est vraiment depuis l'origine à l'échelle mondiale. Les problèmes qu'Acri-In traite autour de l'aménagement du littoral en particulier et les problèmes liés au réchauffement climatique, la montée des eaux et le problème de la protection du littoral, c'est pratiquement partout sur la planète. On a bénéficié d'une implantation sur la Côte d'Azur, Alpes-Maritimes en particulier, où historiquement, c'est là que se sont développés les premiers ports de plaisance. Donc il y a une expertise assez forte autour
de la conception de ces ouvrages pour des problèmes de stabilité et de sécurité des usagers. Donc cette expérience-là se développe aujourd'hui dans toutes les zones où la plaisance se développe. Les Caraïbes, aujourd'hui même la mer Rouge, la Polynésie française. Donc toutes ces zones-là bénéficient aujourd'hui de développement et d'un engouement autour de la protection du littoral et font appel à la technique et à l'expertise des ingénieurs, chercheurs d'Acrine. Et quels sont vos principaux clients aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, Acrine reste relativement modeste, c'est à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les clients, c'est à peu près 60% en France et 40% à l'export. Et ce chiffre de 40% à l'export augmente avec les nouveaux marchés en cours de développement, surtout Caraïbes et la mer Rouge. Cela vous donne quelle perspective de développement à moyen terme? En termes de croissance, on est sur des bases de 10 à 20% par an, ce qui n'est pas énorme, mais dans nos domaines, c'est quelque chose qui est encourageant et surtout qui permet de continuer à développer cette expertise assez unique, d'avoir la chaîne complète entre l'information spatiale, les modèles numériques, les mesures in situ et nos propres installations expérimentales, puisqu'on a à Sofia un canal à houle et courant qui permet quand même, ce qui est assez exceptionnel pour une entreprise de notre taille, d'avoir ses propres capacités de modélisation sur de modèles réduits physiques qui restent très utiles lorsqu'il s'agit de dimensionner des ouvrages. Où est-il ce canal? Le canal, il est à 20 mètres, là, il est dans le bâtiment en bois qui est de l'autre côté du petit chemin. Donc, c'est un canal qui fait à peu près 30 mètres de long, qui fait 1,80 m de haut et à peu près la même largeur, et qui permet de générer des houles qui font à peu près 60 cm, crête à creux. On modélise les fonds, on construit des ouvrages, des modèles réduits à l'échelle en général autour du 50e, 30e, 50e. Et on construit ces maquettes et on les soumet à l'action de la houle générée par un système de pistons volets hydrauliques. Si on entre dans le détail des activités d'Acrine, vous avez une activité de bureau d'études en ingénierie maritime. Quelle est votre approche sur les différents projets qui vous sont confiés? L'approche, c'est à partir d'une expression d'un besoin utilisateur. Déjà, avoir des discussions sur le niveau de sécurité et de protection de ces ouvrages par rapport aux conditions environnementales qui évoluent. C'est souvent un problème qui prend du temps et qui est lié à une bonne compréhension de tous les éléments qui vont contribuer à la vie de l'ouvrage ou à sa stabilité, associés à des problèmes juridiques et environnementaux de plus en plus importants, nécessaires pour justement garantir l'adéquation entre ces infrastructures et la protection de l'environnement. Alors vous êtes également spécialisé dans la conception et la maîtrise d'ouvrages littoraux. Qu'apportez-vous à vos clients dans ce domaine? C'est cette notion d'optimisation en termes d'efficacité et de sécurité et aussi en termes économiques. Donc c'est toujours un équilibre entre trouver quelque chose qui est acceptable par tout le monde en termes environnementaux, qui est réaliste techniquement et qui est économiquement accessible. Cette activité nécessite beaucoup de R&D. Sur quel point portez-vous vos efforts? Aujourd'hui, la problématique la plus importante, c'est la meilleure compréhension des couplages entre ce qui se passe côté maritime et du côté terrestre en cas d'événements météorologiques extrêmes, lorsqu'on a des crues qui viennent de l'amont, des ruissellements importants et qu'en même temps il y a des dépressions en mer qui génèrent des surcotes et des vents et des champs de pression importants qui vont développer un certain nombre de vagues, la propagation de ces vagues sur ces domaines maritimes qui ont subi des surélévations à cause de dépression, en même temps que la partie terrestre impacte ce couplage, là il reste des travaux de compréhension des phénomènes, de couplage de ces phénomènes et surtout de capacité d'améliorer l'anticipation pour prévoir ou au moins alerter quelques heures, quelques jours à l'avance. Alors vous développez également des concepts d'aménagement littoraux innovants. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur certains d'entre eux? Là où on travaille le plus en ce moment, c'est quand même les protections des plages, les ouvrages qui permettent de réduire un peu les apports de sable le long des plages après les périodes de tempête. Et ça, c'est un phénomène aussi assez compliqué, parce que d'un côté, il faut réduire l'énergie de la houle, en même temps, on vit la surélévation du niveau de la mer. On n'a pas trop envie de voir des ouvrages émerger, donc ils doivent être immergés, mais lorsque le niveau d'eau monte, soit changement climatique, mais simplement surcote liée aux tempêtes, que les ouvrages restent quand même efficaces. Là aussi, c'est un grand champ d'investigation et de recherche pour essayer de trouver des ouvrages
compatibles avec le respect de l'environnement, qui restent efficaces même en période de tempête et qui réduisent et qui stabilisent les plages. Donc les travaux sur lesquels on a même déposé des brevets, c'est plutôt des ouvrages parallèles à la côte qui essayent de reproduire le même effet qu'un massif corallien immergé qui fait déferler la houle sans pour autant augmenter de manière trop importante le niveau d'eau entre la plage et ce massif. Donc ça, c'est des travaux qui sont au stade des études avancées, devraient peut-être voir le jour en France ou à l'étranger. Pour terminer, dans la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, quelles sont les réalisations emblématiques auxquelles vous avez été associé ? Les plus gros aménagements sur lesquels on a travaillé, c'est la Principauté de Monaco, où on continue à travailler. On a travaillé depuis pratiquement l'origine d'Acri. La Principauté de Monaco est assez exemplaire en termes d'ouvrages d'infrastructures portuaires et maritimes, sur un espace assez contraint, d'essayer de trouver des solutions qui ménagent justement la possibilité de développement, d'aménagement et de protection. Donc c'est sûrement dans la région l'endroit où il y a le plus d'ouvrages de protection du littoral de différentes sortes au kilomètre carré. À Monaco, vous êtes aussi associé à un projet sur des pompes à chaleur d'eau de mer. Là aussi, c'est un autre exemple où Monaco est assez en pointe, c'est l'utilisation de l'énergie thermique des mers via des échangeurs thermiques qui prennent de l'eau en mer à une certaine température et repassent pour créer des circuits d'eau tempérée pour soit refroidir, soit chauffer certains écoquartiers et rejettent dans le milieu naturel de l'eau sur laquelle on a pris des calories ou des frigories. Donc on rejette le même fluide mais à des températures un peu différentes. La question est de la dispersion de ces panaches thermiques et de l'impact éventuel de ces panaches thermiques sur le milieu. Et on se rend compte que par rapport au débit prélevé et l'écart de température du milieu rejeté, à partir du moment où cette diffusion se fait à travers des ouvrages comme des diffuseurs à une certaine distance, l'impact sur le milieu est très faible et on peut tout à fait dimensionner ces ouvrages de dispersion pour que ces panaches thermiques se trouvent dans des zones de circulation ou dans des hauteurs qui font que ce panache vient se stabiliser à certaines hauteurs où l'impact est relativement faible. Et par contre, c'est une source inépuisable, il ne faut jamais dire ce mot-là, mais une source assez importante qui marche 24 heures sur 24, puisque l'eau en mer, là aussi, sa température est très prévisible et elle ne varie pas rapidement comme pour le vent ou le soleil. Donc ça permet d'avoir des infrastructures avec des rendements et des performances connus